En 1970, il fonde sa compagnie Les Bouffons du Midi, avec laquelle jusqu'en 1980, il va monter près d'une quinzaine de spectacles. Parallèlement, il travaille avec l'acteur comme acteur avec Lo Teatro de la Carrera, Théâtre populaire Occident. En 1980, il crée la revue théâtrale Bouffonnerie, que l'on connaît, qui publie 35 numéros jusqu'en 1996, et édite plusieurs livres d'art sur l'acteur. Depuis 1980, il a signé une quinzaine de mises en scène, avec en particulier Max et Bouffon pour le premier festival international de la Commedia dell'arte, Vie et mort d'Arlequin pour la compagnie italienne des Scalzacani, Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon au Théâtre du Liard à Paris, La Nuit des Rois de Shakespeare à Grande Canaria. En 1990, il fonde l'Institut international de l'acteur qu'il dirige jusqu'en 1996. Depuis 1994, il dirige des séminaires sur le jeu masqué, un peu partout dans le monde. Il collabore aujourd'hui avec les éditions L'Entretemps. Il dirige la collection Les Voix de l'acteur, donc une très belle collection. Il est l'auteur du livre Des exercices à l'usage des acteurs, de Voyage en Commedia dell'arte et de Étienne Deproux, Mime corporel dans cette même collection. Alors, merci d'être ici et nous vous écoutons avec plaisir. Il n'y a pas d'âge pour faire des bêtises. Il a fallu que j'attende d'avoir 65 ans pour faire ma première conférence, que j'ai faite hier. Donc vous en avez la deuxième exemplaire aujourd'hui, donc sur le travail du masque. Donc je vous demanderai votre indulgence parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice. Donc, pourquoi le masque est-il si peu présent en scène? Pourquoi, devant les exigences du texte, il recule pour laisser place le plus souvent au simple maquillage? Après avoir été banni au XVIIIe siècle au nom de la belle nature et de la psychologie, l'expression du visage étant considérée comme plus souple et plus à même d'exprimer les subtilités émotionnelles du personnage, le masque a été réévalué à la fin du XIXe siècle pour devenir un des principaux instruments de la refondation théâtrale. Et pourtant, celui-ci ne s'est pas imposé. Il n'est pas devenu l'instrument marquant de l'expression théâtrale comme dans la tragédie grecque, le Théâtre No ou la Commedia dell'arte. Il est toujours resté un peu en marge. Toutefois, ce qu'on appelle le geste naturel reste fortement marqué par les présupposés de l'époque. Ainsi, les mouvements de gymnastique de l'époque trouvent leur origine dans les parades militaires. Ce sont ces exercices d'ailleurs qui furent utilisés, vous avez ici la photo, par la troupe du Vieux Colombier à ses débuts. Et sur la photo, vous pouvez voir ici Louis Jouvet, ici vous pouvez voir Charles Dulin, et sous la direction du monsieur un peu bedonnant, Roger Carle, leur professeur de gymnastique. Le masque a l'avantage d'offrir à l'acteur la possibilité de sortir de la prison de sa personnalité et de pouvoir ainsi s'aventurer vers ce qui le dépasse. Pour Greg, c'est là la dimension sacrée du masque. Il reste à présent à Craig, convaincu du masque sur ce nouvel acteur à venir, d'expérimenter ses conceptions à la scène. Comment va-t-il concrétiser ses idées? La gravure de son masque. La gravure de son masque d'Arlequin donnera-t-elle lieu à un masque qu'un acteur portera un jour pour improviser? Dès son retour de Moscou, où il a monté Hamlet avec le Théâtre d'Art et en collaboration avec Stanislavski, spectacle qui a eu 3 ans de répétition, qui est considéré comme un des spectacles les plus importants de l'histoire du théâtre occidental et qui, quand on lit après qui a été en fait un échec, mais dans l'esprit des gens c'est quelque chose qui a été fabuleux. Il revient pour ouvrir son école à l'Arena Goldoni à Florence. Alors que Stanislavski
recherche dans le sien une méthode pour que l'acteur puisse enrichir son jeu par le recours à la mémoire affective, Meyerhold mettra en avant le travail avec le masque pour que ses élèves, au contraire, explorent plutôt la mémoire du théâtre et en particulier celle de ses origines populaires. Valtkow, un autre disciple très brillant de Stanislavski, que vous voyez ici en tenue de bouffon, mais qui admirait profondément l'art de la mise en scène de Meyerhold, va tenter de faire la synthèse entre la vérité intérieure prônée par son maître Stanislavski et la recherche formelle qui est menée par Meyerhold. Il veut redonner par le théâtre force et espoir au peuple. Il voit dans la Révolution la revanche du peuple. Et avec la princesse Turandot, il va mettre en scène en 1922, et qu'il conçoit comme une fête théâtrale célébrant l'âme populaire, il condense ses recherches théâtrales et trouve dans le masque le trésor caché de l'esprit inventif et ludique du peuple. Après la création du Vieux Colombier en 1913, son voyage à Florence chez Gordon Gregg, les années de guerre et l'exil aux États-Unis en novembre 1921, Jacques Copeau ouvre l'école du Vieux Colombier. Voilà, Jacques Copeau. Il est surpris tout autant que ses élèves par la puissance qu'avait l'action du masque, car celui-ci est venu bouleverser son enseignement et réorienter sa recherche théâtrale. Durant les 3 années de formation à l'école du Vieux Colombier, et cette école ne dura que 3 ans, un petit groupe, une douzaine d'élèves, s'est lancé avec ferveur dans l'exploration du masque. Ce fut une révélation. Il part de ce principe, pas de texte dramatique avant 3 ans. Copeau veut fonder une vérité esthétique qui soit aussi vérité morale. Il trouvera les deux dans l'usage du masque. Suzanne Ming, ici présente, et là j'ouvre une petite parenthèse, c'est un des plus grands dénis de l'histoire du théâtre. Vous avez là une personne qui est quasiment à l'origine de tous les travaux que l'on fait aujourd'hui dans les écoles de théâtre. C'est cette personne-là qui a inventé la plupart des exercices qu'on fait dans les écoles. Et on ne parle jamais de cette personne parce qu'elle était une des compagnes de Jacques Copeau, et que Jacques Copeau, en supprimant le langage articulé, l'acteur est déjà hors de ses habitudes. Recouvrir le masque, le visage, sera le moyen d'aller encore plus loin. Au début, de simples collants voilent le visage. Et vous avez ici une photo qui date de 1947 de Étienne Decroux qui travaille justement sous le voile. C'est à partir de cette expérience qu'il a vue quand il était élève chez Jacques Copeau. Un jour, il a ouvert la porte, parce que lui, il était en 2e année, il ne faisait pas partie du groupe principal. Il a entrouvert la porte et il a vu le travail qui se passait. Et c'est là qu'il a eu l'idée fulgurante de la création de l'île corporelle. Les premiers masques étaient réalisés par les élèves. C'étaient des masques pleins. Ils cherchaient à rendre le visage disponible, recueilli, sans aucun tourment. Ils devaient simplement servir à la concentration de l'acteur. Donc voilà, ce sont les seuls masques qui nous restent de l'époque du Vieux Colombier. Donc ça, c'est le masque noble masculin, et ça, c'est le masque noble féminin. C'est le nom qu'avait trouvé Jacques Copeau pour ses masques du calme. Et s'il a choisi ce qualificatif de noble, c'est que ce masque était pour lui le moyen de gommer les grimaces, encore une fois, électriques, qui déformaient habituellement le jeu de l'acteur. C'est le seul masque, comme je vous disais, qui est parvenu jusqu'à nous. Et Jacques Lecoq va le découvrir quand il va travailler avec Jean Dasté, qui était un des élèves de Jacques Copeau, qui était même son beau-fils. Et Jacques Lecoq va le ramener à sa finalité pédagogique première, et il verra en lui le masque de tous les masques, le masque neutre